Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 16 décembre 2020 et dans cette vidéo, qui risque d'être un petit peu longue, j'ai envie de bien vous exposer mon point de vue et ma réflexion sur CentOS 8. Qu'est-ce que je vais faire en entreprise? Quelle voie je vais emprunter? Je vais essayer de vous expliquer tout ça à travers cette vidéo. Alors, j'ai rédigé un article le 15 décembre 2020 sur le site linuxtricks.fr qui reprend tous les éléments qui vont être abordés dans cette vidéo. Je vous publierai l'article en même temps que cette vidéo, probablement le 16 décembre dans la journée. Donc si vous n'avez pas vu l'article le 15 ou le 16 au matin, c'est normal. Pour rappel, vu qu'on va parler de CentOS, il y a eu un petit peu de changement au niveau de la ligne directrice du projet CentOS. J'en ai parlé dans 2 billets sur le blog. C'est pas souvent que j'écris, mais là, ça me donne l'envie d'écrire et d'exposer un peu plus de points de vue. Et donc, dans les 2 articles, on a vu, dans le premier, comment migrer de CentOS 8 à CentOS Stream. D'ailleurs, dans cet article, en introduction, j'ai expliqué un petit peu les changements. Et dans le deuxième article, j'ai expliqué comment migrer de CentOS 8 vers Oracle Linux 8. Donc, dans ces 2 articles, j'ai expliqué ce que j'avais à expliquer, c'est-à-dire que pour les impatients, comment on peut passer de CentOS 8 à CentOS Stream dans le premier cas et passer à Oracle Linux dans le deuxième cas. Mais dans ces 2 cas, il s'agissait de migration de système, donc en gros on change les dépôts pour basculer d'un système à l'autre sans réinstaller. En tant que complément, je vous ai fait une vidéo sur CentOS Stream en vous expliquant un peu ce que c'était, comment ça fonctionnait, bref, j'ai essayé de vous démystifier un peu ce que c'était que CentOS Stream. Mais suite à ces 3 vidéos et ces 2 articles sur le site, vous m'avez interpellé dans les vidéos, dans les articles, sur Twitter, sur Telegram, bref, vous m'avez demandé un peu de toutes parts qu'est-ce que j'allais faire moi, quelle allait être ma direction. Alors certains ont cru que, avec le premier article, j'allais basculer sur CentOS Stream et avec le deuxième article, j'allais basculer sur Oracle Linux. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Prenons un petit papier et un crayon électronique et je vais vous expliquer finalement que c'est pas si simple que ça cette affaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'agis sur 2 périmètres. Le premier périmètre, c'est l'entreprise dans laquelle je suis DSI. Donc je gère l'informatique, je suis responsable de toute la partie informatique, je gère les serveurs, moi-même, et le choix du système. Quand il y a une nouvelle machine virtuelle à déployer, c'est moi qui le fais. Cette décision m'appartient. Et donc ça, c'est le premier périmètre d'action pour moi. Deuxième périmètre d'action, c'est le perso. Donc le perso, c'est les serveurs et machines qui sont hébergés à la maison, serveurs entre guillemets, mais c'est des petits PC. J'héberge des trucs à la maison, des services, et c'est aussi le serveur linuxtricks.fr qui, pour la petite anecdote, est sur CentOS 8 depuis septembre 2020. Et puis, c'est le NUC qui a la virtualisation VMware sur lequel je suis en train de vous faire la série de vidéos sur l'informatique dans le monde professionnel. Donc, il y a 2 périmètres, donc il y a 2 conduites différentes à tenir. Même si au final, la solution sera la même pour mon cas, je vais réfléchir en premier sur la thématique entreprise, et puis après, la voie que je prendrai pour la thématique entreprise, elle sera répercutée sur la partie personnelle, évidemment, là où il y a de la CentOS qui traîne. Alors, j'ai tweeté, et d'ailleurs, je remercie les personnes qui ont aimé ce tweet, parce que c'est pas souvent que je dépasse les 15-20 j'aime, mais ce qui a été marrant de regarder, c'est les réactions de blogueurs, de commentateurs. Quand je dis commentateurs, c'est ceux qui ont réagi dans les articles, dans les vidéos, ou qui ont réagi dans les blogs et vidéos d'autres personnes. Et ça, c'est assez marrant, parce que depuis les changements de direction du projet CentOS, j'ai lu des blogs de Linuxiens, j'ai vu des vidéos de Linuxiens, et ce qui est rigolo, c'est de voir comment réagissent ces Linuxiens du dimanche. Alors, quand je dis Linuxien du dimanche, c'est pas péjoratif, mais c'est plus dans le sens, ce sont des personnes qui ne voient que l'utilisation de Linux dans le cadre domestique et qui ne travaillent pas dans l'informatique professionnelle, ou alors qui travaillent, mais pas dans le service informatique des sociétés.
et qui ne touchent pas au serveur. Ils peuvent faire du helpdesk par exemple, mais qui ne touchent pas au serveur. Et donc, tout ça, c'est vraiment marrant. Et ces personnes n'ont pas le recul nécessaire. Et l'expression qui est revenue sur 2 blogs et 3 vidéos, c'est que ce changement de direction, c'est une tempête dans un verre d'eau. Voilà, c'est l'expression qui est revenue plusieurs fois. Donc je pense qu'il y a certains qui ont rédigé et fait des vidéos en lisant d'autres personnes et ont repris cette expression. Mais en fait, quand on prend vraiment du recul, on se rend compte qu'on est vraiment face à une situation plus complexe qu'elle ne laisse entendre juste avec ça. Donc, on va voir un peu cette réflexion, et puis j'ai envie de vous parler un peu de l'entreprise. J'ai envie de vous parler du périmètre entreprise que je vous ai mis ici, périmètre entreprise, le perso on verra après. Et en fait, on va parler de l'entreprise parce que c'est simple, hein, c'est simple. On va parler de l'entreprise parce que c'est mon travail, c'est ce qui m'impacte le plus. Et puis ma cuisine personnelle, on s'en fiche un peu, quoi. Hein, ma cuisine perso, peu importe. On va parler de l'entreprise parce que c'est plus intéressant et c'est vraiment la vision, la réflexion que j'ai envie d'aborder à travers cette vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, je vous pose les chiffres là, hop, comme ça, voilà. Donc je m'explique un petit peu. Mais ça, c'est l'état en 2020 de la répartition des distributions Linux utilisées dans le monde professionnel et sur des VPS, donc tout hébergeur confondu, Ionos, OVH et puis d'autres hébergeurs évidemment. Et donc ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est que au total, on a 33% de Debian, 31% de Ubuntu, 23% de CentOS, 4% de Red Hat Enterprise Linux, 3% de SUSE Linux Entreprise, et si je prends toutes les autres distributions, que j'en fais la somme, ça fait 6%. Donc ce qu'on se rend compte là, c'est que ouais, Debian et Ubuntu est bien utilisé, mais surtout ce qu'il faut voir, c'est ça. C'est CentOS 23%. Et donc 23% des serveurs mondiaux qui tournent sous Linux, bah c'est pas un verre d'eau. Hein. Donc c'est pas une tempête dans un verre d'eau, mais c'est quand même la tempête sur un quart des serveurs informatiques du monde. Bon, je dis ça, je dis rien. Bon. Pour CentOS, j'ai pas la répartition entre les 7 et les 8, évidemment, je suis désolé, mais j'ai pu récupérer que ces chiffres-là. Alors ça, c'est, j'allais dire, c'est le monde. Mais chez Adrien, ça se passe comment? Hop là, je vous marque, chez Adrien. Donc chez Adrien, c'est pas chez moi, hein, c'est dans l'entreprise dans laquelle je travaille, et sur les serveurs que j'ai mis en œuvre, on a ici, au total, alors je suis en train de vous remettre les chiffres que j'ai à côté, mais j'ai l'impression que hier soir j'étais un peu fatigué et je ne savais plus compter, mais j'ai compté ceci, 48 serveurs au total, dont 7 hôtes VMware et 40 serveurs virtuels. À mon avis, c'est plutôt 41, je corrigerai avant la publication. 41 serveurs virtuels. Donc, les hôtes VMware ESX, je ne les compte pas, hein, puisque ce sont des hôtes, bon, ils sont là pour faire fonctionner la virtualisation. Donc, il n'y a que le système de VMware. Je ne vais pas les compter dans Linux. Après, dans les serveurs virtuels. Donc, dans les serveurs virtuels, qu'est-ce qu'on a? On a Windows, et des Windows, j'en ai 18. Et des Linux, j'en ai 23. Donc, ça fait effectivement 41. Donc, sur les Windows, je vous fais pas le détail, hein, mais j'ai 2019, 2016, 2012, et puis j'ai quelques 2008 R2 qui traînent encore, même s'il n'y a plus de support. Ce sont des serveurs sur lesquels on a des applications qui sont archivées, qui sont plus en production aujourd'hui, mais on garde les systèmes parce qu'on a besoin parfois de consulter, et donc ces applications sont dans un VLAN isolé. Donc ça, c'est l'état des lieux Windows, Linux. Maintenant, dans les serveurs Linux, allez, je vous pose les chiffres parce qu'on ne va pas y passer 3 heures. Les CentOS, j'en ai 13. Des Red Hat Enterprise Linux, j'en ai 2 avec version 5 et quelques. Donc, pareil, c'est plus supporté. C'est comme Windows Server 2008 R2, c'est sur un VLAN isolé et il n'y a que ce qui va bien. J'ai une Oracle Linux 8
qui va bientôt rentrer en production, je vais en parler juste après. J'ai 3 Debian 10, une Debian 7, 2 Fedora Server, qui sont des applications métiers, qui sont fournies par les prestataires, donc pas le choix sur le système. Et puis j'ai une Ubuntu qui fait fonctionner une application qui pilote un automate. Voilà, donc ça, c'est l'état des lieux. Il n'y a rien de bien confidentiel, c'est pour ça que je vous mets ces chiffres-là ici. Les Red Hat Enterprise Linux, Fedora Server, Debian et Ubuntu, c'est imposé par un cahier des charges, donc j'ai pas le choix. Et les CentOS sont des serveurs que j'ai installés de mon propre chef, il y avait besoin d'un système Linux pour faire fonctionner des applis. Bon, il fallait installer un système, je suis parti sur CentOS, et donc voici la répartition, 6 CentOS 7 et 7 CentOS 8. Donc comme vous le voyez ici, hop, la migration avait déjà commencé vers CentOS 8. Et oui, ça a déjà commencé, j'ai pas attendu. Alors, j'ai pas attendu, c'est pas que je me suis précipité, mais il y a déjà plus de CentOS 8 que de CentOS 7. En fait, certaines CentOS 8 ont été installées parce que ce sont des nouveaux applicatifs qui sont arrivés cette année, et donc tant qu'à faire, autant installer la dernière version du système d'exploitation une fois que tout a été testé. Et puis, pour le reste, c'est que la migration de CentOS 7 vers 8 a été faite à cause d'un applicatif qui a été mis à jour, un applicatif web, une application interne, peu importe, qui avait des besoins plus élevés en version de PHP par exemple. Pour rappel, PHP 5.4 est livré dans CentOS 7, PHP 7.2 est livré dans CentOS 8 et via les modules, on peut installer PHP 7.3 et 7.4. Donc quand je vous dis migration, ici là que j'ai écrit le mot migration, c'est pas une mise à niveau, c'est pas possible avec CentOS, et dans tous les cas, même si c'était possible, je ne le ferai pas, j'aime bien partir sur une nouvelle installation toute propre, j'aime pas les mises à niveau. Au 15 décembre 2020, voici l'état des lieux par rapport à CentOS 7 et 8. CentOS 7 supporté jusqu'en 2024, CentOS 8 supporté jusqu'en 2021, donc 2029 ramené à 2021. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est que faire ? Que faire ? Que faire ? Qu'est-ce qu'on fait de manière globale ? Eh bien, vous voyez, rien qu'avec ces deux chiffres-là, on ne va pas adopter la même stratégie qu'on soit sur CentOS 7 ou CentOS 8, vous l'aurez compris. Alors, juste avant de dire ce qu'on va faire, hop, je vais vous mettre comme ça. Juste avant de dire ce qu'on va faire, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi CentOS à la base ? Pourquoi Adrien, il a pris CentOS ? On peut se poser la question, pourquoi j'ai choisi CentOS à l'époque ? Pourquoi j'ai toujours adhéré à elle ? Eh bien, il y a principalement 3 éléments. La première chose, c'est la stabilité et la fiabilité. Et oui, parce que CentOS, elle reprend les sources de la Red Hat Enterprise Linux, qui, je le rappelle, est commercialisée. Et donc Red Hat assure le support de sa distribution. Dans le cas d'une entreprise, là je parle de Red Hat, si on vend un produit non stable, le support sera submergé de requêtes, et on le sait bien, moins le support est utilisé, mieux c'est. Et donc CentOS arrive après le processus de développement, donc on a une certitude que la base Red Hat Enterprise Linux est déjà bien stable. Donc c'est vraiment la stabilité qui est là. Les seuls ratés qu'on peut avoir, c'est les bugs d'intégration propres à CentOS, mais en soi, ça peut être juste un problème de thème ou chose, mais le risque est vraiment minime. La deuxième chose qui m'a fait choisir CentOS, c'est la durée du support. 10 ans, c'est vraiment cool. En entreprise, on ne se jette jamais sur les toutes dernières versions. CentOS 8, pour rappel, est sorti en septembre 2019, le 24 septembre 2019. Ma première CentOS, elle a été déployée en février 2020. Et pour la petite anecdote, c'est 1 mois après la sortie de CentOS 8.1. En fait, j'attends toujours une révision .1 d'un système avant de le déployer. Et j'effectue ensuite des tests pendant un petit mois, suivant le temps que j'ai à y consacrer, pour vérifier le comportement du système, sa bonne intégration dans le système informatique. Et donc, si déjà on attend la première révision, qu'on fait des tests, ça peut prendre une petite année pour qualifier tout ça. Si on part sur des systèmes qui ont un support de 2, 4, 5 ans, ça fait court. Ça fait court parce qu'on a déjà grignoté pour un support de 5 ans, 20% de la durée de vie du produit à qualifier le truc, 20% de la durée de vie du produit à se dire on arrive presque à la fin, dans le cadre de 5 ans, on arrive presque à la fin, donc il faut commencer à faire des tests, et donc vous utilisez que pendant 3 ans le produit à plein pot. Donc c'est assez court.
Et le troisième avantage non négligeable, c'est qu'il n'y a pas de coût de licence. Ouais. Quand on est qualifié dans le domaine Linux, j'entends par là, on n'a pas forcément besoin d'avoir du support pour le système d'exploitation. D'autant plus que quand on a des opérations périlleuses à faire, mise en place d'un nouveau service, souvent c'est pas en production. Si on a une mise à jour qu'on ne sent pas, si on a un doute, on peut toujours effectuer un snapshot de la VM avant, c'est la magie de la virtualisation. Et si on veut faire des tests beaucoup plus poussés, sur un cas isolé, on peut toujours cloner la machine virtuelle et travailler sur le clone en changeant l'adresse IP et puis en travaillant sur un réseau, pourquoi pas, isolé. Donc, finalement, il n'y a pas forcément besoin de support aujourd'hui quand on a les compétences en interne, ce qui est mon cas personnel. Et puis après, si on rencontre des bugs dans le cas d'un clone de la VM, c'est pas grave, on peut solliciter un Bugzilla, une mailing list ou le forum. On n'a pas besoin d'une réponse tout de suite à la minute. Derrière, on aura plus besoin de support sur les applicatifs éventuellement qu'on va mettre en œuvre dessus, parce que c'est eux qui vont être intéressants à avoir du support, pourquoi pas de l'aide, des bugs dessus. Mais le système, il est là pour faire fonctionner la pile applicative au-dessus. Donc, pas forcément besoin de support là-dessus. J'entends support payant, assistance, via l'acquisition d'une licence. Ok. Alors bien sûr, il existe d'autres alternatives. Il existe d'autres alternatives à CentOS. Les alternatives crédibles à CentOS sont Debian, Ubuntu et OpenFuse. Je cite que ces trois grandes distributions. Je parle bien de distributions généralistes, pas de pfSense, IPFire ou trucs vraiment ciblés. Je parle de distributions généralistes qui sont une alternative à tout ce qui est monde Red Hat et sans payer. Alors, tout ce qui va être Arch Linux, Mageia, Linux Mint, ça n'a pas leur place sur la partie serveur. Gentoo, c'est trop consommateur de ressources, surtout dans le cadre de virtualisation. On va écrouler les hôtes de virtualisation, on va compiler, utiliser du processeur. C'est pas la meilleure stratégie à avoir. On a eu un désaccord avec Serge sur le sujet, qu'on pouvait compiler sur une autre machine les paquets. Bon, ça prend trop de temps en termes de coûts de maintenance, de temps passé, donc c'est pas la peine. Fedora Server, c'est non, la durée elle est trop courte, comme expliqué précédemment, on aime bien prendre son temps, et donc Fedora Server avec 1 an de support, c'est pas la peine, c'est à peine le temps de qualifier les trucs. Et vous avez vu précédemment que je vous ai dit dans l'état des lieux qu'on avait de la Fedora Server. Mais ce sont des applicatifs qui pilotent des automates, ça fonctionne dans une version figée. J'ai une Fedora 17, une Fedora 23, c'est pas à jour, mais je m'en fiche un peu parce que seuls les flux réseau nécessaires sont ouverts sur les ports concernés. Il y a une matrice de flux qui a été effectuée et donc on a juste ouvert ce qu'il y avait à ouvrir. Le système n'est pas ouvert aux 80. Et puis on parle pas de BSD et compagnie, c'est pas le sujet. Alors, vous allez me dire, c'est bien ton état des lieux, mais qu'est-ce qu'on fait pour CentOS 7 ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va où, CentOS 7 ? CentOS 7, ça va être le cas le plus simple, on fait rien, on verra en 2023. On verra en 2023 parce qu'il nous reste 4 ans de support. Les serveurs qui n'ont pas la nécessité d'avoir des applicatifs plus à jour en termes de version, comme PHP, comme une base de données ou autre, je laisse ainsi, je m'en occuperai en 2023, il n'y a pas le feu. On a des correctifs de sécurité, on est à l'abri, même si on est sur la partie support étendue de Red Hat Enterprise Linux 7, et donc CentOS 7, on n'a que les correctifs sécurité, mais on a des correctifs, on est à l'abri. Maintenant, vous pouvez me poser la même question, que faire pour CentOS 8 ? Allez hop, je mets comme ça, que faire pour les CentOS 8 ? Et là, tout est la question de ce qu'on fait. Et c'est ça qui va vous intéresser dans cette vidéo. Je vous ai passé déjà 18 minutes à vous faire l'état des lieux, mais c'est intéressant. C'est intéressant de bien comprendre comment ça fonctionne. Et là, on se pose la question avec CentOS 8. Parce que la fin de support, c'est décembre 2021 et vous mettez l'unité que vous voulez. Il reste 52 semaines, il reste 12 mois, 1 an, vous mettez l'unité que vous voulez avec le chiffre que vous voulez devant, mais il faut commencer à s'en occuper. 52 semaines, on se dit, on a le temps, moins d'1 an, ouf. Ok, donc il va falloir commencer à s'en occuper. Je vous ai dit 2023 pour CentOS 7, alors que la fin c'est 2024, donc CentOS 8, il faut s'en occuper maintenant. Oui, mais quelles sont les alternatives ? On a un sacré paquet de choix. On a le premier choix, tiens, je vais copier-coller carrément ce qu'il y a sur l'article, basculer sur CentOS Stream pour avoir du support jusqu'en 2021. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix,
basculer sur Oracle Linux 8 pour avoir du support jusqu'en 2029. Deuxième choix. Troisième choix, basculer sur une autre dérivée de Red Hat Enterprise Linux 8, comme Springdale Linux par exemple, qui est fait par une université américaine, et donc on aura du support jusqu'en 2029. On peut basculer aussi, alors je mets des guillemets, sur Rocky Linux quand elle sera là. Vous savez, Rocky Linux, c'est le fork communautaire, il est ici, voilà. C'est le fork communautaire de Red Hat Enterprise Linux qui est en train de se développer et qui est fait par le fondateur de CentOS pour revenir au modèle d'origine de CentOS. Ok. Donc, cherchez Rocky Linux, rockylinux.org, vous aurez toutes les infos déjà croustillantes. Ça, c'est un autre choix. On a un autre choix aussi qui est tout simplement de basculer sur Red Hat Enterprise Linux 8 pour avoir du support jusqu'en 2029. Autre choix, c'est basculer sur une autre distribution Linux, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Fedora Server, etc. Ou, et oui, l'alternative a été réfléchie par moi, basculer sur Windows Server. Oui. Alors vous allez me dire, ouais, mais Windows Server, ça coûte cher. Bon, il faut savoir que en entreprise, les licences Windows Server, c'est un peu n'importe quoi. Et dans le cadre de virtualisation, nous, sur nos serveurs Dell VxRail, plateforme VMware, on a des licences illimitées qui sont, c'est une location, hein, donc on a des licences illimitées, Windows Server 2019, et ces licences sont attribuées à l'hôte VxRail. Donc, si vous voulez, je peux faire fonctionner autant de Windows Server 2019 que je veux, du moment qu'il tourne sur l'hôte de virtualisation qui possède cette licence. Donc j'ai 3 serveurs, j'ai donc 3 licences qui vont bien, donc je pourrais basculer sur Windows Server. C'est une alternative qui est à réfléchir. Oui. Alors, ça, ok. Cependant, je vais revenir rapidement sur Windows Server, mais Windows Server, je l'élimine. Je vous l'ai mis parce que l'idée est à explorer, mais en fait, si à l'époque j'ai choisi Linux, c'est pour bénéficier d'une excellente qualité de système d'exploitation, hein, consommation, performance, stabilité. Et donc, je suis parti sur Linux. Et puis parfois, les applicatifs qui sont déployés sur ces serveurs Linux ne sont pas compatibles Windows. Typiquement, Zabbix, serveur Zabbix sur Windows, pas vu. Quand on a besoin d'un serveur web Apache, on l'installera pas sur Windows avec un WAMP. Voilà. Donc je balaye Windows Server, hein, une base de données MySQL, on va pas l'installer sur Windows. Ça semble tellement évident d'installer ça sur Linux. Donc Windows Server, il fait pas long feu. Après, basculer sur une autre distribution Linux telle que Debian, Ubuntu, OpenSUSE, je pense pas. Debian et Ubuntu, ils ont 5 ans de support en version LTS. C'est déjà pas mal, mais c'est pas énorme. Ubuntu pousse à 10 ans avec un support payant. J'adhère pas spécialement au concept, comme vu précédemment. Debian propose, il me semble, une ELTS, Extended LTS, pour passer de 5 à 7 ans, mais il faut sortir le porte-monnaie, et c'est pas supporté officiellement, enfin c'est pas proposé officiellement par Debian, je crois que c'est une société alternative qui fait ça. Donc finalement c'est pas terrible au final. OpenSUSE, elle est communautaire, elle est assez intéressante parce que elle est basée sur la SUSE Linux Enterprise, donc c'est une alternative qu'on pourrait penser. Mais ce qui me fait peur, c'est que chaque révision mineure, hein, que vous passez de la 15.0 à 15.1, puis 15.1 à 15.2, ça demande un gros changement dans le système. Tous les paquets sont réinstallés, ce que fait pas Debian, Ubuntu, CentOS, Red Hat. Quand on passe d'une 8.1 à 8.2 pour CentOS, ça se fait avec des mises à jour nativement. C'est pareil sur Debian. Donc là, pour moi, c'est un peu source de problème. Et puis, Fedora Server, on l'a vu, non. C'est un cycle de vie trop court. Donc, vous l'avez vu, je compte rester dans le monde Red Hat Enterprise Linux. Ouais, je compte rester chez Red Hat. Allez, je vous mets les petits tirets ici, hop, pour vous dire où est-ce qu'on en est. Je compte rester sur Red Hat, mais où est-ce qu'on va aller? On va où? Eh ben, je suis désolé de vous décevoir, mais changer tout de suite ces CentOS 8 sur un coup de tête suite aux décisions, c'est non, et ça n'a pas le moindre intérêt. Bah ouais, avant la nouvelle sur CentOS et sa réduction de support, est-ce qu'on avait pensé en entreprise à changer de distribution? Ben non. Alors pourquoi tout changer en un mois?
Ça n'a pas vraiment de sens. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai vu une Oracle Linux 8 traîner. Alors oui, vous n'avez pas rêvé, vous avez bien vu une Oracle Linux 8. Oracle Linux, ça existe depuis 2006, donc là on a du recul sur cette distribution, c'est pas nouveau. Et pour la petite anecdote, en fait j'ai ma supervision Zabbix, qui tourne avec la version 5.0 LTS, qui, quand je l'ai mis à niveau vers la version 5.0, j'avais besoin de PHP 7.2. Et CentOS 7 a PHP 5.4, et donc ça ne fonctionne pas. Alors, chez Zabbix, il propose, pour du CentOS 7, de mettre en œuvre SCL, donc les Software Collection, et d'installer PHP 7.2 à travers les Software Collection. Sauf que, sur mon CentOS 7 et Zabbix installé là-dessus avec PHP 7.2 via SCL, bah ça déconne un peu, le système il swap, le système est assez instable et ça me plaît pas trop, donc il faut changer. Et si vous voulez, un outil de supervision, ça ne doit pas déconner parce que c'est ce qui permet de superviser l'ensemble des serveurs. Alors si votre outil qui permet de superviser ne fonctionne pas, ça pose un peu problème, donc sur ce sujet, il y a urgence. Et vous allez me dire, mais pourquoi Oracle Linux 8 ? Eh bien, c'est pour être tranquille jusqu'en 2029, rapidement. Cette migration vers Oracle Linux 8, je l'ai planifiée. Alors, j'avais planifié la migration vers CentOS 8. Et puis, j'ai lancé le projet lundi. Et lundi, eh ben forcément, il y avait déjà tout ce pataquès avec CentOS 8. Alors je me suis dit, est-ce que c'est pertinent ? Parce qu'une supervision, il y a tout un tas de tests à effectuer quand même, parce que j'ai tout un tas de déclencheurs, de choses dans Zabbix, donc j'ai pas mal de choses à tester. Et donc, si j'installe une CentOS 8, hein, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas le feu pour se décider, si j'installe une CentOS 8, je devrais refaire le travail dans 6 mois et c'est pas très intéressant. Alors vous allez dire pourquoi Oracle et pourquoi pas Debian, pourquoi pas autre chose ? Eh bien regardez, si on va sur le site de Zabbix, ici, qu'on va rafraîchir parce qu'il y a un petit problème d'affichage, ok. Eh bien vous voyez que Zabbix 5.0 LTS, il est disponible pour Oracle Linux. Voici la liste des systèmes supportés. Donc vous voyez, il n'y a pas Windows d'ailleurs, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est supporté sur Oracle Linux. Donc on a une assurance que le produit Zabbix est fonctionnel sur Oracle Linux. Et aujourd'hui, si on fait rapidement une revue, payant, pas de support jusqu'à après 2021, 2029, Ubuntu, si je pars sur du 20.04, on est jusqu'en 2025. Là, Debian, on est probablement jusqu'en 2024. Là, payant, là, non, pas en entreprise. Donc, la seule opportunité, c'est Oracle Linux 8 pour être tranquille jusqu'en 2029. J'ai effectué cette semaine tout un tas de tests sur Zabbix. Et pour vous dire que ça fonctionne très bien. Avec Oracle Linux, bon, on a le SE Linux comme d'hab, on a le pare-feu comme d'hab, on a la base de données comme d'hab, enfin comme j'avais l'habitude de voir sur CentOS 7 et 8. Donc, je ne perds pas de repères, le système est fonctionnel, il me reste quelques tests encore à effectuer, mais il s'avère que ça fonctionne très bien, donc je pars là-dessus, mais ce sera peut-être la seule exception dans mon parc informatique d'avoir cet Oracle Linux 8. Eh ouais. Alors, pourquoi tu dis seule exception ? Je ne sais pas. Bah ouais, parce que là, c'est bien, hein, je vous ai parlé de on ne sait pas où on va. Il y a une Oracle Linux, mais finalement, ce sera peut-être la seule exception. Alors, on ne sait toujours pas où aller. Où va-t-on ? Où va-t-on ? Où va-t-on ? Où va-t-on ? Que fait-on ? Où va-t-on ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas. Alors déjà, dans tous les cas, les CentOS 8 actuels, donc les 7 CentOS 8 qui sont actuels, elles, je vous l'écris, ne seront pas migrées dans le sens mise à niveau changement de dépôt. Ça veut dire que si je pars sur du CentOS Stream, je ne ferai pas la bascule avec DNF, swap, etc. Et DNF DistroSync, comme je vous ai montré dans l'article. Si je bascule sur Oracle Linux, je ne prendrai pas le script que je vous ai présenté pour changer les dépôts et passer de CentOS à Oracle Linux. Non, je ferai une nouvelle install, les nouveaux systèmes seront réinstallés proprement. Ça, c'est une certitude. Après,
Alors, je vais quand même vous le mettre parce que pour ceux qui vont zapper la vidéo, ils vont se dire, oh là, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Hop, donc je vous l'ai écrit, le petit bout de phrase. Ok. Après, est-ce que le changement provoqué par Red Hat sur la ligne directrice de CentOS pour se tourner vers CentOS Stream, il n'y a pas quelque chose derrière qui va émerger chez Red Hat? Et qu'est-ce qui nous dit que Red Hat ne va pas changer sa politique de support et faire comme Oracle, c'est-à-dire proposer une Red Hat Enterprise Linux gratuite, sans support, mais avec en plus des mises à jour. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez installer une Red Hat Enterprise Linux, mais vous ne pouvez pas faire les mises à jour. Vous devez avoir un support pour effectuer les mises à jour, et avec ce support, vous avez accès à la doc, bref, un coup de téléphone, et puis vous pouvez t'aider. Pas de problème. Mais qu'est-ce qui nous dit que Red Hat ne va pas changer ses offres commerciales et proposer une offre gratuite avec des mises à jour pour tout le monde dans le cas d'une utilisation entreprise, mais c'est Red Hat plus mise à jour uniquement et ce serait gratuit, et proposer uniquement du support payant à côté. À voir. Je parle pas de la licence gratuite renouvelable 1 an développeur édition, hein, je parle vraiment pour l'utilisation serveur. Donc à voir comment ça va évoluer. Donc vous voyez déjà l'idée, on va pas se précipiter. CentOS Stream, quel est l'intérêt au final, puisque quand j'ai présenté CentOS Stream dans la vidéo, j'ai dit qu'on avait un support jusqu'au full update de Red Hat Enterprise Linux, soit 5 ans. Donc on revient au même niveau que Ubuntu ou Debian. Ça veut dire que le passage à CentOS Stream, on réduit le support à 5 ans, donc on est du même ordre d'idée que Ubuntu Debian sur la durée du support. Donc est-ce que ça a un intérêt? Une des forces de CentOS, c'était 10 ans de support, là on régresse. Après, CentOS Stream, il est en amont du développement de Red Hat Enterprise Linux et puis en aval, donc on aura un peu de stabilité en moins à tester, à discuter. Peut-être que CentOS Stream permettra de passer de la 8 Stream à la 9 Stream via un processus de mise à niveau, ce qu'on n'avait pas à l'heure actuelle de 6 à 7 et de 7 à 8 avec CentOS. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'aime pas les mises à niveau dans le monde entreprise, donc au pire, moi je fais des réinstalls. Mais vu qu'on sait pas trop comment ça va se comporter, une mise à niveau, même si on fait des tests avant, on fait un snapshot, on tente la mise à niveau, ou on clone, on fait la mise à niveau, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, donc j'aime pas les mises à niveau. Rocky Linux est ici. Voilà. Rocky Linux, bon, c'est un projet qui a émergé très rapidement. Le projet, il est intéressant, mais est-ce que dans 1 an, il sera suffisamment mûr? Est-ce qu'on aura le recul nécessaire sur cette distribution nouvelle? Je sais pas. Faut voir comment ça va évoluer, mais c'est pas pour le moment, c'est pas une alternative que je compte adapter, mais je regarde ce qui se passe de ce côté-là. Oracle Linux, est-ce que Oracle Linux est la bonne voie? Si ça marche bien avec le serveur Zabbix, est-ce que je passerai sur Oracle partout? Ben je sais pas, parce que même si Oracle existe depuis 2006, donc là on a vraiment le recul nécessaire, tout migrer sur Oracle Linux, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut attendre que tout se décante un petit peu. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment décider où aller, que faire, qu'est-ce que vous faire? Eh bien, je pense que le temps fera les choses et il faut se laisser un peu le temps de la réflexion. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment prochainement vont réagir les acteurs du libre. C'est-à-dire que si dans 6 mois, Rocky Linux est là, est-ce que des fournisseurs, des hébergeurs tels que Yonos, OVH, vont proposer sur leurs offres VPS Rocky Linux ou Oracle Linux, ou CentOS Stream? Là, ce sera intéressant de voir ce que eux ils proposent, et puis leur analyse, finalement, elle aura déjà été faite à grande échelle, et je me dis que peut-être, s'ils proposent du Rocky Linux à grande échelle, bah peut-être que ils ont fait des choix, ils se sont posés des questions, et puis le choix est pertinent pour le monde entreprise. Bah, on verra. Donc je pense que la décision, je la prendrai pour l'été 2021, ce qui me permettra à la rentrée, à rentrée 2021, d'effectuer l'émigration des systèmes CentOS 8 vers le système qui sera choisi. Donc vous voyez, je ne suis pas forcément décidé pour le moment. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, mais pour le perso, linuxtrix.fr, les machines de la maison, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à la maison, c'est simple. Le serveur qui fait de l'auto-hébergement, c'est Gentoo, donc pas de changement, puisque non impacté par le sujet. Le NUC avec la plateforme pour vous faire les vidéos, ça tourne sur VMware, donc ça, pas de changement.
Heureusement que le NUC précédent où j'avais fait des petits tests, c'était une CentOS 8 avec libvirt kvmqemu. J'ai bien fait basculer sur ESXi, j'ai plus le problème. Et après, sur le NUC, il y a des serveurs qui me servent de base pour vous faire des vidéos. Je vais rester pour le moment et vous faire les vidéos sur CentOS 8. Dans tous les cas, les vidéos que je vous ferai sur CentOS 8 seront applicables à Oracle Linux. Elles seront applicables à Rocky Linux si vous passez là-dessus. Donc on reste dans le même état d'esprit. Modulo peut-être le dépôt EPL à ajouter ou une petite bricole comme ça, mais fondamentalement l'installation d'un service, on va parler de plein de choses, ça va pas changer grand chose. Donc je reste sur CentOS 8 et puis on verra par la suite, et probablement je ferai peut-être les migrations avec les scripts quand ce sera proposé là-dessus, parce que bon, c'est pas critique, c'est juste pour vous faire des vidéos. La série sur Zabbix par contre que je compte vous faire sera sur la Oracle Linux 8, puisque au travail j'utilise Oracle Linux 8 pour Zabbix, donc je vais rester dans le même cas de figure et je resterai sur Oracle Linux 8 pour Zabbix. Voilà. Donc après, on verra quelle orientation je prendrai, mais j'utiliserai sur les serveurs de la maison le même système que celui que j'aurais choisi pour le travail. Et pour linuxtricks.fr, qui tourne sur CentOS 8, c'est sur un VPS, donc ce sera une migration aussi, je ne vais pas réinstaller le VPS, et puis la distribution finale, on verra à l'été 2021 aussi, avec la réflexion que j'aurai menée au travail. Voilà, donc mon analyse est finie, la vidéo a été super longue, mais je voulais quand même vous expliquer de manière assez approfondie ma réflexion, un état des lieux sur avec quoi je travaille, comme ça vous voyez un petit peu les problématiques qui se posent derrière, que c'est pas si simple ce sujet. Voilà. J'espère que ça vous a pas trop lassé cette vidéo qui était assez longue. C'est pas souvent que je fais des vidéos longues, mais j'avais vraiment envie d'exposer mon point de vue, de vous expliquer tout ce que j'avais envie de vous expliquer. Je pense ne rien avoir oublié dans mon analyse. Après, n'hésitez pas à commenter comme sous les autres vidéos sur le choix que vous allez vous faire. Quand vous allez faire votre choix, ça veut dire que est-ce que quand Rocky Linux va sortir, si vous avez une CentOS, vous allez vous jeter dessus ou quelle analyse vous allez faire vous de votre côté. On peut échanger avec ça dans les commentaires, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article de blog que je vous publierai en même temps que la vidéo, une fois qu'elle sera montée, avec tous les éléments que j'ai abordés dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!